Ouh, que de monde. Heureusement que Pascal est là pour penser à tout de manière attentionnée. Parce Lancer que l'enregistreur, me dire qu'il était temps d'ouvrir la salle. Bonjour à tout le monde. bonjour tout le monde. Alors, on va y aller, et puis les collègues qui sont en train de se connecter nous rejoindront. Donc, voilà, je me présente, c'est moi qui prends la parole en premier. Ça, c'est moi au réveil le matin quand je fais mon yoga. Et en fait, pourquoi cette photo? Eh bien, parce qu'en fait, on pourrait dire qu'en ce moment, ça tire quand même un peu fort sur les adducteurs dans les entreprises. Et tout le monde n'est pas aussi souple que cette belle dame qui est en train de faire son exercice du matin. Et donc, c'est un petit peu ça la thématique d'aujourd'hui, un petit peu différente des conférences précédentes, où dans les conférences précédentes, on vous parlait beaucoup de notre modèle et de la façon dont on envisage de faire évoluer nos pratiques managériales pour tenir compte de ce qui se passe dans les entreprises. Et là, cette fois-ci, on avait envie, en cette rentrée, alors on n'est plus tout à fait la rentrée, hein, mais en tout cas, on sent bien chez nos clients qu'il y a des inquiétudes fortes, il y a des phénomènes qui sont en train de bouleverser les points de repère habituels des entreprises, et que, non pas que ce soit nouveau, parce que je pense que de tout temps, on pourrait remonter peut-être même non pas à la préhistoire, mais peut-être à l'Antiquité, où on retrouve des amphores dans lesquels ça parle déjà de changement et l'impact du changement. Mais là, force est de constater qu'il y a une conjonction pas très favorable de phénomènes extérieurs qui viennent très fortement perturber ce que l'on vit dans les entreprises. Et donc, on avait envie de partager ça avec vous, comme on le partage en ce moment avec nos clients et comme on le vit nous-mêmes. D'un côté, il y a un contexte économique qui est, il faut le dire, quand même très défavorable, hein. Baisse de la consommation, alors ça passe pas tout seul, je ne sais pas pourquoi. Une inflation galopante, même si pour l'instant elle est encore à peu près maîtrisée, les conjonctures sont quand même pas bonnes du tout. On voit que l'Allemagne est très inquiète, enfin, on voit que les banquiers sont très inquiets. Alors bon, les banquiers sont tout le temps un peu inquiets, mais là, on sent qu'ils sont un peu plus inquiets que d'habitude. On ne parle pas des tensions énergétiques, hein, évidemment. On est tous à retenir le moment où on va allumer nos chauffages. Alors bon, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, heureusement, il fait plutôt doux pour l'instant, mais ça ne va pas durer. Il paraît que quand il fait doux en octobre, il fait très froid en décembre. Ça fait partie de ces dictons qui me font toujours sourire, mais on verra bien ce qui va se passer. En tout cas, on sait qu'il y a des tensions énergétiques fortes. On voit qu'il y a des entreprises qui sont à l'arrêt, qui arrêtent leur production parce qu'aujourd'hui, ça coûte trop cher de produire par rapport à. Donc, ils vont probablement délocaliser, et encore que ce n'est pas sûr que l'énergie soit moins chère ailleurs. Enfin, en tout cas, tout ça, ça produit un mouvement brownien qui est très fort. J'ai un retour, moi, je ne sais pas si. Je sais pas à quoi c'est dû. Dans l'oreille. Vous entendez rien de particulier, c'est pas. Non. Donc, et puis la dernière chose, c'est que il y a des difficultés d'approvisionnement dans plein de domaines sur les matières premières. Donc, pour ceux qui transforment les matières premières, c'est compliqué. Pour ceux qui ne les transforment pas mais qui les vendent, eh ben, c'est compliqué aussi parce qu'on ne sait plus donner des délais aux clients. On travaille avec un client en ce moment qui nous disait mais on n'a jamais vendu autant que cette année, mais par contre, on est incapable c'est sur des grosses machines, des matériels très pointus, très sophistiqués, on est incapable de donner des délais de livraison de tous ces matériels-là à nos clients. Donc, c'est extrêmement tendu parce que les commerciaux en prennent plein la tronche et ils ne sont pas toujours armés pour répondre à ce genre de situation parce que c'est très nouveau. Voilà. D'un autre côté, il y a une indéniable transformation du marché du travail, hein. On verra qu'il y a probablement un effet médiatique qui vient, bien sûr, surfer sur cette vague de l'inquiétude et qu'il faut prendre avec beaucoup de recul. On en parlera tout à l'heure. Mais bon, quelques chiffres qui paraissent importants à préciser, que vous vivez certainement aussi dans vos entreprises. Voilà, les recrutements, ça devient de plus en plus difficile dans pas mal de secteurs d'activité. Donc, du coup, d'ailleurs, ça nécessite de recruter différemment parce que tout le monde n'a pas compris. Il y a encore des gens qui continuent à recruter à l'ancienne, de moins en moins, heureusement, mais voilà. Donc, il y a besoin de revisiter un petit peu tout ça. Le deuxième
Le deuxième point, c'est qu'à fin juin 2022, il y avait 360 000 postes vacants en France. Donc, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de chaises vides. Ça représente 72% de plus que fin 2019. Alors, les chiffres, on leur fait toujours un peu dire ce qu'on veut, hein. Donc, en fait, c'est facile, hein. Il suffit de se dire, tiens, j'ai envie de parler de ça, et je vais aller trouver sur Internet les chiffres qui me permettent de valider ma thèse. Donc, j'ai essayé quand même, c'était pour un client, on avait fait des recherches un petit peu, d'essayer d'être sur des sources un peu sérieuses, mais ça me fait toujours un peu rigoler. Néanmoins, moi, si j'ai pas le chiffre devant les yeux, j'ai des clients en face de moi, et j'ai des clients qui ont vraiment aujourd'hui du mal à recruter et qui ont vraiment des postes vacants. Donc, je me doute que si c'est 180, 360 ou 560, à la limite, c'est pas ça qui est très important, mais en tout cas, il y a une réalité aujourd'hui, et une réalité qui s'est amplifiée post-Covid. Et puis le dernier chiffre que je voulais partager avec vous, c'est ce chiffre-là, qui n'est pas nouveau, parce qu'il est assez stable, mais c'est qu'en France, on a 6% des salariés qui se disent engagés au travail. La moyenne en Europe, c'est 14. Alors, il y a une grosse différence en fait entre Europe du Nord et Europe du Sud. On est des latins, on est des râleurs, donc quand on nous demande notre avis, est-ce que vous êtes engagé au travail? Bon, moi, jamais. Enfin, il y a probablement un petit effet comme ça. Mais toujours est-il que ça fait peur, parce que notre métier de manager, c'est d'engager les gens dans leur travail. Et puis, s'il n'y en a que 6%, soit on est des très mauvais managers, des très mauvais dirigeants, soit on a affaire à des très mauvais salariés. Je ne sais pas. Probablement que c'est rien de tout ça, mais en tout cas, c'est intéressant de se poser ces questions-là. Voilà. Alors, il y a un phénomène dont on entend pas mal parler, c'est la grande démission. Alors, vous devez lire je pense que tous les magazines de France ont fait leur une au moins une fois cet été sur ce sujet-là, parce que la guerre en Ukraine, ça avait déjà, voilà, on avait déjà fait 2-3 fois la couverture dessus, donc il faut bien changer, passer d'une catastrophe à l'autre et inquiéter la population, ça doit faire partie de leur mission. Bon, je finis. S'il y en a qui sont dans les médias parmi vous, je vais me prendre une volée de bois vert. Mais parfois, c'est vrai que je me dis qu'il faut fermer le poste, il faut fermer la radio, et il faut vivre ça tranquillement de l'intérieur. En tout cas, on en a beaucoup parlé. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette grande démission? Il y a une réalité. Il y a une réalité, c'est que aux États-Unis, en 2021, il y a 38 millions de personnes. Ah, vous m'entendez toujours? Est-ce que vous m'entendez? Oui? Ok. Parce que j'ai eu un truc dans mon oreillette qui me disait que mon téléphone était déconnecté. Donc, 38 millions de démissions et 40% qui n'ont pas encore repris d'emploi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne cherchent même pas, mais qui n'ont pas repris, qui ont du coup se sont pris quelques mois sabbatiques. Et ça, c'est de l'effet post-Covid. Alors, on verra, hein, faut énormément le nuancer. Et en France, c'est une tendance à 2 millions sur 2022, donc ça fait quand même beaucoup, 2 millions de gens qui démissionnent, et démissionnent pour changer de poste, hein. Donc, il y a, en tout cas, ça brasse. Alors, c'est une réalité, mais ce chiffre, en fait, si on le regarde un petit peu, il faut le relativiser. D'abord, ça s'est déjà produit par le passé, en 2007 notamment. Et puis surtout, en fait, il y a plein de groupes, des grands groupes, je vais citer Amazon entre autres, mais ce n'est pas le seul, qui ont anticipé une reprise post-Covid assez forte, et qui, du coup, comme ils avaient plutôt viré du monde et baissé leurs effectifs pendant la période du Covid, il y a eu un appel d'air. Et donc, quand il y a un appel d'air, donc vous ouvrez la fenêtre, hein, l'air il rentre, et puis il bouscule tout. Donc, forcément, c'est ça qui s'est passé essentiellement. Et puis, il y a un deuxième chiffre qui est intéressant, c'est que 48% de ceux qui ont changé se disent que finalement, l'herbe, elle n'est pas tellement plus verte dans le nouveau champ dans lequel ils viennent brouter. Vous avez beaucoup de Parisiens qui ont quitté Paris pour venir en province. Vous avez quelques Parisiens qui retournent sur Paris, enfin, quelques, du coup, Parisiens qui ont quitté Paris qui recommencent à revenir sur Paris, parce que finalement, ils se rendent compte que ce n'est pas toujours aussi simple qu'ils l'imaginaient de travailler, de vivre à Limoges et de travailler 2 ou 3 jours par semaine à Paris, par exemple. Donc, vous voyez, c'est une réalité à relativiser. Il est fort probable qu'avec l'hiver qu'on nous annonce, les gens ils vont arrêter de démissionner, hein, ils vont rester bien au chaud. Mais, et c'est plutôt ça, moi, qui m'intéresse, c'est qu'il y a une vraie tendance de fond. C'est-à-dire que peu importe les chiffres, peu importe, il va y en avoir encore quelques-uns, puis après, on ne fait jamais ça, hein, on ne met jamais des chiffres. C'est une fois de temps en temps, comme ça nous prend. Ça m'a pris, je ne sais pas pourquoi, pour préparer cette conférence. Mais nous, on la ressent, cette tendance de fond. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Donc là, on a parlé de la pointe qui est au-dessus de la mer, la pointe immergée de l'iceberg. Émergée, pardon. Là, on va parler de la pointe immergée de l'iceberg. Voilà. Donc, TikTok, que je ne connais pas, j'y ai jamais été. Si j'y étais une fois pour voir à quoi ça ressemblait,
75 millions de vues sur ce hashtag Quiet Quitting, hein, qui est la démission silencieuse, et qui est peut-être finalement le vrai phénomène auquel il faut être attentif. Les salariés, majoritairement, ils veulent être utiles, et pas tout à fait la majorité, mais enfin, en tout cas, ils veulent donner du sens à leur métier. Hein, et une fois de plus, ce sont sur tous les salariés. Donc, si on prend une population plus cadre et dirigeant, c'est 98 ou 99%, ou même 100%. Mais en tout cas, on l'a vu d'année en année, ce point-là, dont on nous ressasse à nous, les managers, sans arrêt, donner du sens, donner du sens. C'est déjà vieux, ça, mais ça reste toujours très actuel, malgré tout. L'image d'une entreprise. On travaille, nous, avec quelques clients qui nous disent, mais aujourd'hui, on ne sait plus recruter, on ne sait plus attirer. Par exemple, dans la banque, où l'image des banques, avant, quand on sortait de l'école, une proposition dans une banque, c'était super chouette. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, ils sont obligés. On était avec un client dans le milieu de la financière avec Paul, et il y a une vraie réflexion. Ils disent, mais en ce moment, on ne sait pas attirer, on ne sait plus attirer, donc on a des vraies difficultés de recrutement et de postes vacants, et auxquels il faut qu'on trouve des solutions. Et des solutions, ben, c'est là où on va arriver, hein, c'est comment on fait face à tout ça. Voilà. Et puis, clairement, aujourd'hui, une entreprise qui voudrait recruter, alors je parle de postes dans le tertiaire, hein, sans proposer de l'hybride, ben, elle n'y arrivera pas. Donc, ça veut dire qu'il faut lâcher prise sur un certain nombre de sujets, parce qu'il y a, à l'inverse, quelques entreprises encore aujourd'hui qui disent moi, c'est 100% de présentiel. Alors évidemment, quand on est dans une usine, hein, moi j'ai été directeur d'usine, bah, on peut difficilement faire du distanciel. Hein. Les machines, on ne les ramène pas à la maison. Mais par contre, dès qu'on est dans des jobs qui peuvent se faire à distance, il faut y aller. Parce que les gens ont besoin de ce degré de liberté nouveau qu'ils ont trouvé. Puis en plus, ça ne fait pas de mal, puisqu'il y a un peu moins de pollution. Voilà. Alors, maintenant, j'ai envie de vous poser la question. Et vous, ça vous parle? Pas du tout? Un petit peu? Beaucoup? Ou alors vous voyez d'autres phénomènes? Donc, maintenant, on a envie de vous tendre le micro et de vous dire, vous qui êtes là, la quarantaine de managers qui êtes là, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Alors, vous savez que dans ces conférences, on n'est pas dans l'interactivité, puisqu'on ne voit pas votre trombine, mais en même temps, vous pouvez utiliser le chat. Et donc, je me tais un peu et on regarde un petit peu ce que vous nous dites. Ah, ça, c'est joli. J'aime bien la c'est notion joli, de ça. présence de l'absentéisme. Excellent, ça. Ok, il y a des vagues de démissions. Ok, donc c'est. Essayez de nous dire un petit peu essayez de nous dire ce que vous ressentez, ce que vous voyez, il faut que ça arrive tout cuit, faisant le moins possible. Bah oui, hein, c'est génération zapping. C'est pas qu'une question de génération, parce que je pense que moi qui suis un vieux, c'est pareil, quoi. On est habitué à pouvoir changer de chaîne, on zappe très très vite, hein, donc. Ok, des salaires qui s'envolent. Et oui, forcément, il y a des tensions sur les salaires, hein, qui sont liées à ces postes disponibles. Donc, surcharge. Bah, pour ceux qui restent, oui, entre autres, c'est extrêmement. Ouais, une valeur travail très secouée. Ah oui, le morcellement, qu'est-ce qu'on entend par là? Et le ghosting des candidats. C'est deux sujets qui m'intéresseraient que vous développiez un petit peu, Sophie et Marine. Trop peu de reconnaissance pour ceux qui font briller les étages du dessus. Il y a du vécu, là. Oui. Marine qui nous dit. Ah oui. Ouais. D'accord. Morcellement lieu poste. Ouais. Ok. Bon, vous êtes prolixe
et on a l'impression qu'on n'a pas complètement tapé à côté avec cette présentation initiale. En même temps, vous savez, hein, j'ai fait exactement ce que je reprochais aux médias de faire, c'est-à-dire que je suis parti avec mes petits chiffres un peu noirs. Et donc, vous l'avez compris, évidemment, c'est de partir de ça, mais pas pour se laisser faire, hein. On part de ça pour réagir. Et si vous êtes venu ici, c'est pas pour qu'on vous plombe le moral. Ah oui, d'accord. Ok. C'est clair. Ok, alors, merci de vos réponses. Aujourd'hui, c'est un peu moi qui tiens le crachoir. Il faut que je prenne le relais là. Ah bah si tu veux, ouais. Alors, voilà, qui en est nous pour répondre à ça? Pourquoi ce Voilà, thème? donc on est deux, un peu comme les deux couillons là, qui sont des humoristes bien célèbres et bien sympathiques, plus que nous sans doute, ce sont Laurel et Hardy. On est deux coachs formateurs, en tout cas on ne se prend pas trop au sérieux, même si on fait un travail consciencieux et sérieux, parce que nos clients ne sont pas là pour qu'on les fasse rire, même si un peu de bonne humeur ne fait pas de mal. Nous sommes des coachs d'équipe et on est convaincus que l'équipe est le levier le plus puissant pour faire bouger les lignes. Parce que l'individu, finalement, quand l'on coach individuellement, il se développe, il prend conscience, il s'améliore, mais ça ne suffit pas à faire bouger le système. Et si on fait un coaching d'organisation, une grande conduite du changement, bah d'abord, il faut des appuis politiques, il faut des budgets consistants, il faut être d'accord avec le corporate, etc. Et finalement, c'est les grands cabinets qui font ça en mode directif plutôt que participatif bien souvent, et ça ne fait pas bouger les lignes autant que ça. Donc des fois ça le fait, tant mieux, et puis des fois ça ne le fait pas. Mais en tous les cas, pour que ça puisse le faire, il faut des tas de conditions à réunir. Et en gros, quand on est manager, on ne peut pas décider tout seul de changer les choses, et on ne peut pas décider tout seul non plus de changer l'organisation. Ce qu'on peut faire, c'est agir sur son équipe. Et donc l'équipe est le levier le plus accessible, autant pour nous, coachs, que pour vous, managers. C'est vraiment l'endroit où on peut faire bouger les lignes. C'est notre conviction. Donc, on aide nos clients à optimiser l'énergie disponible dans leurs équipes pour finalement booster le niveau de performance. Alors, c'est curieux de parler de performance à un moment donné où tout le monde s'intéresse au sens, à l'instant présent, d'une certaine manière à une forme de spiritualité, parce qu'on sent que pas le plafond, le sol s'effondre un peu sous nos pieds. Toutes les valeurs sur lesquelles on s'appuyait, comme les valeurs travail par exemple, eh ben, elles prennent un peu du plomb dans l'aile. Et alors, venir en disant, ouais, vous allez voir, on va booster la performance, ça intéresse personne en fait. Ça intéresse ceux dessus qui disent ah bah ouais, moi la performance, si je ne l'ai pas, je me fais engueuler. Donc il faut de la performance. Mais ceux dessous disent non, mais tu vas pas lâcher avec ton histoire de performance. Tu vois pas que les conditions ne sont pas réunies et que ce n'est pas une question de bosser, parce que moi je bosse et la performance, ça dépend du marché, ça dépend de plein de paramètres. Ça dépend pas que de nous. Et arrête de nous tondre de la laine sur le dos. Enfin, personne ne dit ça, bien entendu, mais tout le monde le pense très fort. Et en tout cas, on ne nous le dit pas à nous, parce que nous, on n'est pas porteur d'un message de la direction. Mais il y a une notion de respecter l'écologie du système. La performance à tout craint, c'est comme la croissance à tout prix, on en meurt. En tout cas, nous, on a ce petit scrupule à propos de ces sujets-là. Et donc, on essaie enfin, on s'évertue à respecter l'équilibre des systèmes, l'écologie des systèmes. Voilà. Peut-être tu peux développer ça, Franck, le Ouais, quiet quitting. donc du coup, vous voyez tout à l'heure ce que je vous disais, c'est que probablement que cette histoire de grande démission, elle va se calmer. Elle va se calmer avec l'arrivée de l'hiver, avec la crise qui nous est annoncée sur le plan économique. On change quand même pas, on fait pas n'importe quoi. On a tous des crédits à rembourser, des enfants à nourrir, et donc on est responsable. Donc il est probable. Par contre, comme le phénomène est là, il va s'exprimer peut-être de manière un peu moins rebelle, parce que je claquerai plus la porte. Je claquerai plus la porte, mais par contre, vous savez, le quiet quitting, hein, c'est cette. Il faut que tu coupes ton micro quand tu. Hop, je te le coupe. Et c'est ce phénomène en fait de démission silencieuse, c'est-à-dire je suis là, je fais mon taf, mais je ne ferai pas plus que les horaires pour lesquels je suis payé et je ne ferai pas plus que la fiche de poste qui m'a été décrite. Attention, ça ne veut pas dire que je suis démotivé, ça ne veut pas dire que je suis désengagé, ça ne veut pas dire que je travaille mal, ça veut simplement dire que je vais faire ce que je comprends de mon poste, ce pourquoi j'ai été embauché, pour le salaire qu'on m'a donné, dans le temps qui m'est défini. Moi, j'ai un fils qui a 25 ans, qui vient de prendre son premier job d'ingénieur. Et ben, je ne sais pas s'il est dans le quiet quitting, parce qu'il est très motivé pour le job qu'il prend, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a droit, avec le système de RTT, à un vendredi tous les 15 jours.
et ben, tous les 15 jours, il prend son vendredi, quoi. Il ne se pose pas de questions. Euh, Moi, je me rappelle qu'à l'époque, on avait toujours un peu honte, à l'époque, hein, je parle de ça il y a 30 ans, on avait toujours un peu honte de poser ses jours. Il y avait même des cadres qui ne posaient pas tous leurs jours de congé. On voit bien que tout ça, ça a changé et qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles probablement ça ne reviendra plus en arrière. Alors pourquoi il y a plein de raisons. On n'aura pas prétention ici à répondre quelque chose de complet. En revanche, voilà, on avait envie de partager 4 points avec vous. La première, c'est qu'il y a quand même, il faut reconnaître, une peur du lendemain en ce moment qui est très présente. Je ne sais pas si vous la vivez, on peut la vivre de manière très optimiste, on peut la vivre de manière très pessimiste. Il n'y a pas besoin, c'est pas parce qu'on a peur qu'on est un couillon ou qu'on est pessimiste. C'est simplement qu'à un moment donné, on se dit, waouh, je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'on va vraiment avoir de l'énergie? Moi, j'ai un cousin qui bosse dans le nucléaire. Le pauvre, à chaque fois qu'il arrive dans une réunion de famille, il se fait un peu taper dessus parce que nucléaire, mais il répond aux questions qu'on lui pose. Et alors, ce week-end, on avait une grosse réunion de famille et tout le monde lui disait, alors cet hiver, est-ce qu'on aura l'électricité? On voit bien quand même que les gens s'inquiètent de ce qu'ils entendent. Et puis, je dirais que d'une manière plus fondamentale, hein, pour les jeunes générations, bah, à quoi bon s'élever quand tout s'écroule, quoi? C'est une forme de paradoxe qu'ils ressentent très fort. On n'arrête pas de leur dire que on est en train de cramer la planète, etc. Donc, eh ben, peut-être que dans une période comme ça, voilà, la vie c'est maintenant, donc on va chercher un ancrage beaucoup plus dans le présent et se dire, bah, finalement, chaque jour que je vais vivre, eh ben, c'est déjà une journée que je dois vivre. Et celle-là, a priori, en se levant le matin, on se dit qu'on va arriver au soir. C'est pas trop projeté dans l'avenir que de dire ça, et encore qu'on peut se faire évidemment écraser par une voiture en sortant de chez soi. Mais a priori, donc du coup, il y a un ancrage beaucoup plus fort. Et c'est vrai que si, comme nous, vous suivez un peu LinkedIn ou les articles, cette histoire d'instant présent, c'est pas qu'une mode. Je pense qu'il y a vraiment un mouvement, et tant mieux, parce que je pense que si on s'ancre davantage dans le présent, c'est autant d'occasions de ne pas être dans une fausse projection du futur qui est très liée à la consommation, à la frénésie de consommation. Elle est très liée à je ne trouve pas ma récompense dans le présent, donc du coup, je vais m'acheter quelque chose pour me faire plaisir. C'est le bonbon qu'on s'offre à la fin de la semaine quand on va faire les boutiques en ville. Voilà. Donc, il y a ce deuxième phénomène, hein, l'ancrage, la recherche d'équilibre pro-perso. C'est évident qu'aujourd'hui, les mentalités ont changé et que un papa s'occupe des enfants, que une maman, elle ne voit pas pourquoi elle ne réussirait pas sa carrière aussi bien que le papa, et elle a bien raison. Et donc, tout ça fait que les gens sont plus ancrés dans une recherche d'équilibre entre les différentes polarités. Troisième chose, le discours sur la sobriété, donc, qui est très intéressant, qui est très sain. Mais si on me dit que de moins consommer, du coup, je dépense moins d'argent. Et si je dépense moins d'argent, j'ai peut-être besoin de moins travailler. Donc, qui dit sobriété probablement aussi sur toute la chaîne. Et donc, ça aussi, ça change les comportements en profondeur. Et pas que chez les jeunes, hein. Vraiment, ce n'est pas une question d'opposer les jeunes et les vieux, là. Et puis, alors il y en a d'autres, hein, des raisons, mais il y a quand même un peu cette chose qui est beaucoup, enfin qui était déjà là, mais qui s'est vraiment accentuée les dernières années avec le Covid, avec la guerre de la désinformation, avec les médias sociaux, avec tout ça. C'est de se dire, est-ce qu'on me dit bien la vérité? Est-ce qu'on n'est pas un peu manipulé dans tout ça? Et du coup, moi, j'aime pas être manipulé. Donc, du coup, je me tiens un petit peu en recul, un petit peu en retrait, et je suis très critique par rapport à ce qui peut se dire, aux injonctions qui me sont faites, aux grands discours passionnés du dirigeant de l'entreprise qui dit nous, on a une vocation, c'est ouais, toi, tu as peut-être une vocation. Moi, ma vocation, c'est déjà de réussir ma vie aujourd'hui. Voilà. Et donc, vous voyez, il peut y avoir toutes ces formes de décalage que les managers ont à gérer. Et honnêtement, c'est pas facile. Et vos réactions dans le chat le montrent bien. C'est pas facile aujourd'hui d'avoir à gérer tout ça. Parce que, une fois de plus, les points de repère habituels sont en train de changer. Alors, ah oui, maintenant qu'on s'est tout dit, à part se laisser écrouler sur la table et se dire waouh, encore une journée à l'école avec une maîtresse qui va me raconter des conneries. Donc, pour vous, c'est pareil. Là, je prends la parole depuis un quart d'heure. Ça peut être exactement ça. Quand est-ce qu'il va nous lâcher la grappe avec sa série de mauvaises nouvelles? Eh bien, ce qu'on voudrait, c'est vous dire déjà qu'il y a deux stratégies qui nous paraissent un peu risquées. La première stratégie risquée, c'est nager à contre-courant. Nager en contre-courant, c'est c'est avoir cette illusion que ça pourrait revenir comme c'était avant.
hein. Et donc, du coup, je nage contre le courant qui, lui, est en train d'avancer dans une autre direction. Et là, je m'épuise. Sûrement. Et d'ailleurs, l'image, j'arrivais pas à en trouver une qui me plaisait bien, mais ça, c'est dans une piscine. Donc, vous savez, on peut faire de la nage à contre-courant dans une piscine, mais on le fait pour se fatiguer. On le fait pour muscler ses petits bras et ses petites jambes. Donc, du coup, si vous nagez à contre-courant, effectivement, comme le dit, alors, on n'a que votre nom, Monsieur Collignon. Je pense que c'est pas votre prénom. Ça reviendra jamais comme avant. Ben oui, ça, c'est peut-être une des seules choses qui sont vraiment sûres, c'est que ça reviendra jamais comme avant. Deuxième chose, deuxième stratégie, peut-être un peu risquée, mais que je vois certains clients continuer à avoir, c'est même pas mal. Moi, je suis une falaise, monsieur, les vagues ne me font pas peur. Je suis inébranlable, ça fait 150 ans. On voit encore des entreprises qui disent ça. Ça fait 150 ans qu'on existe. Ouais, comme si ça suffisait à faire du marketing, quoi. Bah, je sais pas, ça vous rassure, vous, que l'entreprise elle existe depuis 150 ans? Bah, c'est pas sûr. Oui, d'un certain côté, mais pas du tout d'un autre. Et les startups ont plutôt le vent en poupe. Et c'est vrai que, en tout cas, je pense que les grosses boîtes, il faut qu'elles se revendiquent aussi un peu startup. Donc ça, c'est deux stratégies qui sont quand même assez risquées parce que la vague, elle se lasse pas. Elle vient taper, 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 taper dans la falaise jusqu'au moment où la falaise, elle s'écroule. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, nous, on a envie de vous proposer ça. Et ça, ça, c'est une image qui vient de par chez moi. Moi, j'habite à Bordeaux. C'est l'image d'une baïne. Donc, je sais pas, il y a peut-être des Bordelais parmi vous, des gens qui sont dans le sud-ouest. Les baïnes, c'est un courant qui éloigne de la plage. Ce n'est pas un courant qui va vers la plage, c'est un courant qui éloigne de la plage, donc qui part de la plage et qui va se glisser entre deux courants qui, eux, vont vers la plage et qui va vous amener vers le large. Et en fait, chaque année, chaque été, il y a des gens qui meurent dans dans les baïnes parce qu'ils essaient justement de revenir à la plage là où ils étaient partis se baigner. Et donc, ils nagent et ils ne se rendent pas compte, ils nagent contre le courant et ils n'y arriveront pas. Même le meilleur des nageurs, dans une baïne, il n'y a qu'une solution, c'est de lâcher prise, de se mettre en position la moins fatigante possible, juste la tête hors de l'eau, puis de battre un peu des pieds, de se mettre plutôt sur le dos, et il faut se laisser emporter par le courant. Alors c'est hyper flippant, parce que le courant peut vous amener jusqu'à 3-4 km à l'intérieur de l'océan. Donc vous imaginez bien, vous voyez la plage qui devient de plus en plus petite, les parasols deviennent minuscules, 3-4 km, je ne sais même pas si vous continuez à voir le parasol d'ailleurs, et vous devez juste vous tenir à flot, surtout pas vous fatiguer, vous laisser emporter par la baïne. La seule chance que vous ayez d'en sortir vivant, c'est de faire confiance à la baïne qui, à un moment donné, fait un grand cercle comme ça, et elle vous ramène un peu plus loin sur la plage. Alors un peu plus loin, ça peut être plusieurs centaines de mètres plus loin, hein. Donc, il faudra marcher un peu sur la plage pour retrouver la glacière et le parasol. Mais voilà, c'est le seul moyen de s'en sortir. Et donc, cette image-là m'était venue parce que je lisais un article sur les baïnes cet été. Je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas exactement ça qu'il faut qu'on fasse dans les entreprises? C'est-à-dire lâcher prise, se laisser porter par des nouveaux courants et du coup, réinventer, réenchanter une façon de manager, une façon de construire l'entreprise aujourd'hui. Peut-être Paul, je l'ai un peu préparé tout seul, celle-là, donc tu me fais l'amitié de venir, mais... Ah, en fait, non, tu n'as pas de réseau. Voilà, j'avais. Non, non, c'est pas ça, c'était mon micro qui n'était pas branché. Ah, d'accord. Cela dit, j'ai un réseau qui est très très mauvais aujourd'hui, donc je vais tâcher de faire court pour aller à l'essentiel. L'état de flow, vous connaissez, c'est cet état entre quand je suis trop confortable et que finalement Ah ouais. je Non, en fait, on ne t'entend pas, Paul. m'ennuie, je tombe un peu dans une déprime, une lassitude Excuse-moi. et un Paul, bore-out. Paul, on ne t'entend Bon, pas, en alors fait. vas-y, reprends la main. Ouais, on ne t'entend pas. On entend un mot sur trois. Je suis désolé. Ouais, c'est ça, en fait, c'est de se dire, le flow, vous savez, c'est quand il y a une intensité forte, hein, je vais vous montrer le petit schéma, c'est ici le flow. C'est quand vous avez une intensité forte qui vous est demandée sur votre job, mais que ça vient vous chercher sur un endroit où vous avez un niveau de compétence et de confiance en vous élevé. C'est-à-dire, il y a une intensité, il y a un défi relativement élevé, mais en même temps, c'est sur un endroit où vous vous sentez bon, vous vous sentez compétent. Et donc, et là, il y a une forme de grand plaisir, de grande excitation, de flow, d'état de
flow, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, vous connaissez certainement cette notion-là, qui effectivement, comme était en train d'essayer de le dire Paul, qui a dû se déconnecter parce qu'il n'avait vraiment pas de réseau. Là, ici, quand vous êtes là, c'est l'inverse. Ça, c'est le burn-out, c'est le fameux burn-out ici, hein. C'est-à-dire niveau de défi élevé, niveau de challenge élevé, et par contre, niveau de confiance en vous, niveau de compétence ou niveau de conscience de votre compétence, très faible. Et là, à ce moment-là, ça tire très très fort, et c'est là qu'il y a effondrement du système de confiance et qu'il peut y avoir burn-out. Ici, on entend parler du bore-out, hein, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de défi qui est faible, alors que ça joue sur un endroit où moi, normalement, je devrais pouvoir exprimer mes talents, exprimer ma confiance en moi, et donc, je meurs d'ennui. Puis évidemment, s'il y a ici ni confiance en soi, ni challenge, bon, il n'y a rien à dire en fait, hein, c'est gris, il n'y a rien à dire. Mais évidemment, ce que les gens cherchent, et qui est quand même très très sympa, quel que soit le job que l'on ait, c'est d'aller chercher cette expérience optimale expérience de flow. Et du coup, la contrainte, soit on se laisse écraser par la contrainte, soit on l'intègre dans le flow. C'est-à-dire, on se dit finalement, qu'est-ce que je décide d'en faire de ce truc-là? Qu'est-ce que je décide de faire de tout ce que vous avez dit dans le chat? Je lâche prise sur une façon de travailler. Et comme on vous le dit, je crois qu'on l'a déjà dit ça dans des conférences, hein, lâcher prise, c'est pas ne plus s'en occuper, c'est pas dire ok, ils ne sont pas fidèles, et ils ne sont pas fidèles, je m'en fous. Turnover, turnover. Poste vacant, poste vacant, après tout, ceux qui sont là, ils feront bien le taf. Et puis, non, c'est pas ça. Ça, c'est démissionner à nouveau, hein. Mais lâcher prise, c'est simplement se dire ok, je ne vais pas m'accrocher durement sur ce truc qui ne va pas changer, je vais l'accueillir tranquillement, avec beaucoup plus de sérénité. Voilà. Puis accessoirement, lâcher prise, c'est peut-être de se dire, c'est con de tenir ce stylo-là, donc je vais en tenir un moins lourd, ou alors je ne vais plus en tenir du tout parce que ce n'est pas important. Ça, c'est le vrai lâcher prise complet. Mais il y a déjà au moins ce premier geste que vous pouvez faire, qui est de dire, ok, j'accepte les choses plus tranquillement, plus sereinement, et j'arrête d'en souffrir, parce que sinon, c'est double peine. Par exemple, les managers aujourd'hui qui ont des postes vacants, des difficultés à recruter, c'est double peine. Première peine, parce qu'effectivement, il faut travailler un petit peu plus dur. Et deuxième peine, parce qu'ils souffrent de la situation, ils ne comprennent pas. Et ils s'acharnent à dire ça devrait changer. Et là, il y a double peine, parce qu'effectivement, ils bossent 2 fois plus et ils ont 2 fois plus de charge mentale par rapport à ça. Donc, vous voyez, cette idée, c'est de proposer un certain nombre de gens. Alors, je vous raconte une petite histoire, hein, à ce sujet-là, sur le lâcher-prise. C'était un client, alors c'est celle que je racontais dans un petit article que j'ai écrit, que vous avez peut-être vu, si vous êtes connecté aujourd'hui. C'est un client, nouveau client, je ne le connaissais pas, je me retrouve à table avec lui, et en fait, on doit échanger sur l'évolution un petit peu de paradigme, et en fait, on devait travailler sur un programme d'intervention chez lui. Et puis à table au déjeuner, il me dit oh, mais quand même, ce qui est vraiment difficile, c'est aujourd'hui, on n'arrive plus à recruter, on n'arrive plus, c'est ça. Et il me raconte exactement l'introduction que je vous ai faite tout à l'heure. Et là, je sentais qu'il attendait de moi, je ne sais pas quoi, que je sois intelligent, que je lui dise que ce n'était pas vrai, ou que je lui donne des solutions tout de suite. Sauf que moi, je ne les ai pas plus que vous. On n'est pas des magiciens qui savons transformer la réalité grise en une réalité toute rose. Donc, je me suis dit, il faut quand même que je crée un peu de valeur. Ce client, je ne le connais pas encore, je n'ai pas encore signé. Il attend certainement quelque chose de moi. Et l'inspiration qui m'est venue à ce moment-là, c'est de lui dire, il me parlait de turnover et de fidélisation, je lui disais, et si vos salariés étaient définitivement plus fidèles? C'est-à-dire pas juste aujourd'hui, mais aussi demain, après-demain, dans 6 mois, dans 2 ans, dans 10 ans. S'il fallait arrêter d'attendre des salariés qu'ils soient fidèles. Alors là, il me regarde avec des grands yeux et il me dit, mais de quoi il parle celui-là? Il n'a jamais géré une entreprise. Alors, il se trouve que si, parce que Paul, comme moi, on est d'anciens opérationnels, et je comprends bien qu'en lui proposant ça, je lui propose un truc un peu bizarre. Mais en même temps, ça l'a fait réfléchir. Oui, enfin, malin, Franck ne faisait pas le malin à un moment où il a sorti ce truc-là. Il se trouve que ça a marché. mais que j'étais plutôt à sec, en fait, hein, quand je lui ai suggéré ce truc-là. Mais ça a marché parce qu'il s'est mis à élaborer. Et oui, c'est vrai que peut-être il faudrait qu'on revoie nos parcours. Et c'est vrai que ça fait de la diversité. Et c'est vrai que finalement, ça va nous amener à intégrer dans l'entreprise des jeunes qui ne sont pas formés à nos métiers, c'était dans l'hôtellerie-restauration. Et bien peut-être que c'est l'opportunité de quelque chose. Et plaf, 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 plaf. Et je l'ai vu, ils étaient 3 ou 4. Ils se sont mis à élaborer tout seuls un petit plan d'action. Et là, je me suis dit, ah ouais, là, effectivement, pour le coup, la réponse de Franck, elle a provoqué son petit effet parce qu'ils se sont mis eux-mêmes à élaborer sur des nouvelles solutions et des solutions sur lesquelles ils avaient la main. Et c'est ça qui change tout. C'est-à-dire qu'ils ont repris la main. Et ça, c'est très important. Ils ont lâché prise sur quelque chose sur lequel ils n'ont pas la main pour reprendre prise sur quelque chose où ils ont la main.
Et donc, en fait, c'est ça qu'on vous propose, hein. C'est vraiment de se dire comment est-ce que je peux définir des nouveaux points de repère. Alors, prendre quelques exemples concrets, et puis n'hésitez pas à intervenir, hein, dans le chat. Voilà, quelqu'un nous a dit l'absentéisme est très présent. OK, bah, peut-être qu'il faut lâcher les indicateurs d'absentéisme. Alors, absentéisme, quand les gens sont en arrêt de travail, etc., on ne peut pas lâcher, il faut faire les déclarations à la Sécu. Là, je parlais plus du présentéisme, c'est-à-dire que vous rappelez cette, peut-être, parce que je dis ça comme si tout le monde avait mon âge, mais non, bien sûr que non. En tout cas, moi, quand je suis rentré dans l'entreprise, le présentéisme, c'était vraiment une valeur très actuelle. C'est-à-dire que le soir, par exemple, moi, je me rappelle, mon premier poste de manager, c'était dans mon ADN, enfin dans ma construction mentale, c'était pas pensable que je parte plus tôt que le dernier de mes collaborateurs. Donc, je faisais du présentéisme, c'est-à-dire que j'éteignais la lumière dans mon bureau quand tous mes collaborateurs avaient éteint la leur. C'est complètement débile. Si on réfléchit bien, c'est complètement débile. Un manager, un bon manager, c'est pas quelqu'un qui bosse toute la journée. Sinon, ça veut dire qu'il ne sait pas déléguer, qu'il ne sait pas responsabiliser. Donc, peut-être qu'il faut lâcher prise. À mon avis, certains l'ont fait depuis longtemps, mais quand même, je constate que chez mes clients, ça joue encore beaucoup. Par exemple, sur le télétravail, moi, je vois beaucoup de gens dans les comités de direction qui autorisent le télétravail, mais pas pour eux. Comme si eux, ils étaient obligés d'être exemplaires ou de justifier le fait qu'ils étaient patrons de l'entreprise en venant travailler tous les jours, et tôt le matin jusque tard le soir. Ben ça, il faut arrêter. Il faut se baser peut-être sur des critères plus d'efficacité. Je parlais de mon fils, je peux parler de ma fille, j'en ai que 2 des enfants, donc je ne vous en raconterai pas plus, hein. Qui a bossé un jour dans une boîte où elle devait faire 9h-18h avec 1 heure de coupure qui était imposée. Et elle rentrait le soir, parce qu'il se trouve qu'elle était sur Paris, et on a partagé pendant un mois mon petit studio parisien, et elle me dit: «Mais papa, c'est complètement débile. Là, aujourd'hui, à 16h, je n'avais plus de boulot. Et demain, je sais que je vais en avoir jusqu'à 20h. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il faut que je reste jusqu'à 18h et que demain, je vais quand même rester, personne ne m'interdira de rester jusqu'à 20h.» Donc, vous voyez, et c'est pas vieux ça, c'était il y a 3 ans, hein. Donc, il y a encore des entreprises, il y a encore des endroits dans lesquels on parle de présentéisme ou de règles un peu rigides, alors qu'on devrait plus parler d'efficacité, d'objectifs, de missions accomplies. Mais ça nécessite pour les managers un vrai lâcher-prise. Parce que c'est quoi l'efficacité? Comment je la mesure? Et celui qui travaille plus vite que l'autre, qu'est-ce que je fais? Il travaille moins? C'est des vraies questions qu'il va falloir apprendre à se poser. Voilà. Et puis j'en ai d'autres, des exemples comme ça. On parle de rétention. Il faut absolument retenir nos bons collaborateurs. Et s'il ne fallait pas juste être fier de les voir partir, si c'était là-dessus qu'on devait mettre l'accent, le client dont je vous parlais, là, on était avec eux hier, bah, c'est un des points sur lesquels ils ont envie de bosser. De se dire finalement, il ne faut plus retenir nos bons collaborateurs, il faut les accompagner pour qu'ils partent et pour qu'ils reviennent. C'est-à-dire, si on les aide à avoir un beau parcours au sein de notre grande entreprise, eh ben, on sera fiers de les voir partir et on sera peut-être content de les voir revenir dans quelques années, enrichis de ce qu'ils auront découvert ailleurs. Voilà. Mais du coup, vous voyez, c'est fidélisation. Et si on allait plutôt se focaliser sur la richesse de la nouveauté, plutôt que de s'appuyer sur des règles ancestrales un peu rigides, et si on co-construisait avec souplesse, dans un cadre évidemment partagé, hein, parce qu'il ne s'agirait pas de renverser complètement la pyramide et que chacun fasse ce qu'il veut, mais dans un cadre partagé, et si on était capable d'autoriser de la souplesse, une organisation différente d'une personne à l'autre, est-ce que ça aiderait pas à fidéliser? Alors, vous voyez, moi j'utilise encore les vieux mots, hein. Le toujours plus, il y a beaucoup de clients qui nous disent, en fait, dès qu'il y a un nouveau projet qui démarre, on a plein d'idées, on oublie de nettoyer en dessous, un peu comme vous voyez, dans nos dossiers sur les ordinateurs, il faut faire du vide, ou dans le bureau, de temps en temps, il faut jeter. Et si on était vraiment dans cette espèce de un plus, OK, qu'est-ce qu'on sort? Je fais un plus, quel est le moins que je fais? Vous voyez, l'idée de ça, c'est de se dire, et s'il fallait, par rapport à un certain nombre de choses, euh, inverser, lâcher prise et se définir des nouveaux points de repère, et que du coup, nos fameux KPIs, là, nos indicateurs, ben, ils portent sur les endroits où on veut voir des nouveaux comportements émerger, et qu'on abandonne tous ceux qui étaient ceux de l'ancien monde. Voilà. Alors, ça peut paraître un peu facile à dire et pas forcément facile à faire. Et du coup, c'est pas du tout ça la question que je voulais vous poser. C'est pas, excusez-moi, j'ai fait un copier-coller du slide et c'est pas le bon titre. Là, la question que j'avais envie de vous poser, c'est sur quoi vous pourriez-vous lâcher prise? Et ensuite, j'ai une proposition à vous faire qui me prendra une petite minute. Sur quoi, aujourd'hui, vous vous dites, moi, je pourrais peut-être lâcher prise?
Ah, vous n'y attendiez pas à celle-là et du coup, vous êtes redevenu silencieux. Franck, tu énonces une question et c'est pas celle qui est écrite sur le Eh oui, slide. eh oui. C'était pour savoir si tu suivais. Excuse-moi. Non, j'ai dit qu'en fait, j'ai fait un copier-coller et je n'ai pas changé la question. Oui, Donc, la ah oui, question, d'accord. c'est sur quoi vous pensez que vous pourriez, Lâcher en prise. entreprise, lâcher prise. Et ça y est, quelqu'un se Oui. lance. Et donc, tu peux pas changer puisque c'est un PDF. D'accord, j'ai compris. Et non, je ne peux pas le changer. Donc, je lâche prise. Ouais. Le planning, le rythme de travail. Accepter que mon comité de direction puisse avoir un équilibre vie pro, vie perso plus assumé. Bravo. Bravo, bravo. Vous avez raison, il faut vivre avec son temps. Il y a des choses qui prenaient une forme, la valeur travail et la loyauté envers l'entreprise et envers le client prenaient une forme il y a 10 ans et ça va en prendre une autre aujourd'hui. C'est pas pour autant que la valeur profonde n'est pas honorée également, même si la forme change. Hmm. Ok. Allez, on en prend 2 ou 3 autres. Plus de temps dédié aux besoins des collaborateurs, ce serait chouette, mais souvent c'est l'inverse qui se passe, parce que du fait des vicissitudes du business, on est appelé de plus en plus, que beaucoup de mes clients sont appelés à des réunions politiques et stratégiques dans tous les sens. Ils ont beaucoup moins de temps qu'avant. Donc les salariés sont un peu perdus déjà, même en présence de leur manager. Alors si en plus il est absent, eh ben, ça crée une solitude et un sentiment d'absurdité. Et du coup, vous voyez ce qu'on propose, nous, si vous nous avez participé à des conférences précédentes, plutôt que de se dire, je vais consacrer plus de temps, je vais dédier plus de temps à mes collaborateurs, si c'est possible, tant mieux. Mais si ce n'est pas possible, il est probable que ce ne soit pas si facile que ça, nous, on va vous encourager à travailler à votre disponibilité. C'est-à-dire, on va dire finalement, le peu de temps que vous avez avec vos collaborateurs, il faut qu'il soit extrêmement, comme il va être précieux, il faut que vous soyez extrêmement disponible. Et d'ailleurs, on entend beaucoup parler de ces notions de servant leader, c'est-à-dire à quoi est-ce que je peux être utile. Et par contre, quand je suis avec toi, je suis pleinement avec toi, je suis pleinement centré pour toi. Et ça, il le sentira, votre collaborateur. Et donc, peut-être qu'il n'aura pas tout le temps qu'il espérait avoir avec vous, mais au moins, il aura du temps de qualité. Voilà. Et ça, peut-être que c'est à nouveau aussi un paradigme qu'il faut savoir faire évoluer. Voilà. Alors, donc, merci de vos suggestions. Effectivement, l'ordre des priorités, le temps, ça revient beaucoup, le temps, l'équilibre. Alors, en fait, je pense que c'est plus difficile de répondre à cette deuxième question qu'à la première, parce que la première, c'est tout ce que vous vivez au quotidien, quels sont les phénomènes que vous constatez dans vos entreprises, ça, vous savez bien les voir. Quelle solution? Voilà, ok. Alors, on vous a suggéré, là, comme si c'était facile, une série de renversements. Et en fait, on se rend bien compte que justement, ce n'est pas facile. Et alors, donc, notre proposition aujourd'hui, il y en a deux. Soit c'est de cliquer sur le bouton qui est en haut, qu'on prenne une demi-heure avec vous et on bosse en mode coaching. Vous dites, par exemple, la personne qui dit, moi, je voudrais accepter que mon comité de direction puisse avoir un meilleur équilibre de vie pro, vie perso plus assumé. Eh ben, on passe une demi-heure et on réfléchit avec vous à la manière dont vous pouvez, en mode coaching, nous, on ne va pas vous expliquer, mais on peut vous aider à mettre ça en œuvre. Donc ça, c'est une première proposition. Il y en a qui le font à chaque fois, chaque conférence, qui cliquent sur le bouton, vous prenez rendez-vous et on a un moment un peu one-to-one. Cette fois-ci, on voulait vous proposer quelque chose d'un peu différent. C'est qu'on va vous envoyer un lien d'inscription en même temps que le replay, tout à l'heure, dans lequel on va vous proposer un atelier cette fois-ci. Donc, ce n'est pas Paul et Franck qui parlent, enfin, en l'occurrence, c'était aujourd'hui surtout Franck, mais c'est vraiment de vous faire travailler en mode coaching, entre pairs, avec nous, et de prendre un sujet sur lequel vous avez envie d'avancer, de ceux-là sur lesquels vous dites, ouais, il faudrait vraiment que je ne reste pas coincé dans ma souffrance, mais que je sorte du nager à contre-courant pour me laisser emporter par la baïne. Et l'idée, c'est qu'on vous propose un atelier avec des coachs et qu'en petits groupes, de 3, 4, 5, on puisse vraiment réfléchir concrètement à qu'est-ce qu'on fait, comment on y arrive et comment on trouve les bonnes ressources pour le développer. Voilà.
Alors, j'aurais bien aimé vous mettre tout de suite le lien, mais l'idée nous est venue hier soir de vous proposer ça. Et la personne chez nous qui s'occupe de ces aspects techniques n'était pas disponible. Donc, on vous enverra ça par mail, puisqu'on a vos adresses mail avec la connexion à la conférence. Et on vous proposera et on vous encourage. Ça sera gratuit, donc n'hésitez pas. Hein, c'est 2 heures, c'est plus que 45 minutes. Alors, c'est plus engageant aussi, parce que du coup, c'est 2 heures. Mais l'idée, c'est de vraiment travailler avec vous. Et nous, de toute façon, on va s'enrichir parce que c'est autant de situations sur lesquelles on va, nous aussi, progresser dans notre métier de coach et d'accompagnateur et de formateur. Voilà, on est arrivé au bout de cet atelier. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Si vous avez quelques instants, merci de nous faire part de vos remarques sur l'atelier, son intérêt, son côté pratico-pratique. Qu'est-ce que vous Ou attendez de ce genre l'inverse. d'atelier? Oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a plu, mais qu'est-ce que vous aimeriez d'autre? Alors, vos merci nous touchent, hein, mais au-delà de vos merci, c'est comme dans le feedback. Hein. Le feedback, ça commence effectivement par une gratification. Puis derrière, on développe un petit peu le truc, ce qui permet de mieux comprendre pourquoi vous nous dites merci, par exemple. Envoyez-nous un mail si vous n'avez pas le temps tout de suite et qu'il est l'heure d'aller manger. On sera attentif à vos remarques. Voilà. Ouais, ok. C'est un peu le but, hein, de ressortir avec quelque chose de plus concret. Le reste par mail. Très bien. Merci à vous. Ces ateliers ont pour vocation de vous aider à lever le nez du guidon, aussi à prendre de la hauteur, à réfléchir avec nous, plus que de remplir des plans d'action avec des tips et des choses très concrètes ou pratiques. Ça, c'est plus l'objet du travail en coaching individuel ou en coaching d'équipe. Voilà, à bientôt les amis. Allez, bonne journée à tous.